Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane. Alors, on pourrait appeler un peu cette vidéo la vidéo du matin, parce que en fait, moi j'ai pris l'habitude sur la chaîne, je pense qu'il y a des personnes qui l'ont vu. J'aime en fait faire des vidéos, et notamment l'acte de parler quand je fais des choses à côté. Pour le moment, c'est quelque chose que j'aime faire comme ça. Faire de la vaisselle, marcher, des petits déjeuners, comme ça va être le cas. Alors c'est pas de la ASMR, mais voilà, j'aime faire ça. Et peut-être parce que pour moi la pensée est reliée à un mouvement. Peut-être aussi parce que pour moi je prépare jamais vraiment les choses. Quand j'étais prof, j'avais une structure globale, mais tout le reste c'était vraiment de l'improvisation. À partir d'une structure, comme là il y a une microstructure quoi. Mais voilà. Et donc voilà. C'était la première chose que je voulais vous dire. Donc là, regardez. Un bon petit fromage. Déjà, ça me fait penser à une chose, ces histoires-là de fromage, tout. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, il y a une liberté dans YouTube qui est quand même belle. On peut décider de faire une vidéo sur des fromages. Ou on mange des fromages. Et je trouve ça assez beau en fait. C'est dire que ce qu'on pourrait parfois appeler en psychanalyse le surmoi, ou surmoi, c'est-à-dire un peu ce qui va faire défense dans votre rapport au plaisir. Pourquoi ? Parce que vous allez vous en sentir honteux. Et bien je trouve comme... D'ailleurs, sur ce plan-là, à mon sens, le dernier film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, travaille justement cette question-là. Question de la liberté. Moi, c'est un film qui m'a laissé beaucoup de liberté. Il m'a même permis d'avoir un ressenti différent sur Leonardo DiCaprio. Retrouver Benicio del Toro. Et je crois que Paul Thomas Anderson s'est considérablement fait plaisir. Permettant aussi de faire réveiller des spectres du cinéma. Tiens, Kubrick. Tarantino, même s'il est toujours vivant. Bon. C'est vraiment un grand film. Alors, là, je vais me faire une petite tisane, infusion, je crois. Confort digestif. Moi, j'essaye ces temps-ci de bien boire. De ne pas être trop déshydraté. On a eu une semaine là qui faisait très chaud.
On a aussi eu une semaine où si on est quelqu'un d'ouvert, si on est quelqu'un de sensible, quoi, tout ce qui s'est passé du côté des inondations ces 3 dernières semaines, d'ailleurs, la vidéo s'appelle Qu'est-ce qui nous relie? Moi, je pense qu'on ne cesse de s'apporter des choses. Même les personnes les plus solitaires, en fait, elles vont être nourries en fait de choses. C'est toute la différence que je disais dans une vidéo d'hier. Quand on est dépressif, c'est-à-dire qu'on ne croit plus en l'autre, en soi, en l'autre. Mais en revanche, je pense qu'on ce qui nous relie, on ne cesse les uns les autres de s'apporter des choses. On est beaucoup plus reliés que ce qu'on croit. D'ailleurs, Brad Pitt le disait. Et c'est d'ailleurs assez vertigineux, je trouve, de penser à ça. D'avoir quelque part en soi une conscience de se dire, ah ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette planète, quoi. Quand on y pense, quand même, presque, d'ailleurs, on sent qu'il ne faut pas y penser. Au fond. Mais moi, en même temps, en permanence, je me dis, quand on est chez soi, là, vous voyez, je tourne ma tête à gauche, mais je suis relié en permanence. Il y a un magnifique évier qui a été créé, je ne sais pas quand. Une tasse qui a été confectionnée. Une table qui tient avec des choses en métal qui ont été soudées. Un téléphone, je ne sais même pas comment il a été créé. Une machine à laver qui m'évite de tout laver à la main. Un savon qui a été, je sais, fait comment. Et même si je savais exactement tout comment ça avait été fait, ça n'enlèverait absolument rien en fait. Au fait que c'est pas nous-mêmes qui faisons tout ça en fait. Que c'est qu'en fait on est sans cesse on est sans cesse relié en fait aux autres. Sans cesse. Alors parfois on a l'impression qu'il faut aller, je sais pas moi, chez le médecin ou pour prendre conscience que, parce qu'on n'a pas donné réellement d'importance à telle ou telle chose. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est sans cesse relié. Alors après, relié, ça ne veut pas dire fusionner, ça ne veut pas dire... pour qu'on soit relié, dans un sens, il faut qu'on ait des qualités propres. Sinon c'est de la micro-tyrannie. Vous voyez, c'est comme si vous étiez quelqu'un qui ferait un film, vous auriez un ami qui veut aussi faire un film, et il serait tellement relié à vous qu'il serait tourné, alors ton film, il en est où, il en est où, au point que vous n'arriviez plus à faire votre film. Bon là, c'est pas ça être relié. Ça, c'est exercer un lien qui va pas. Non, relié, c'est aussi savoir que les gens sont reliés et en même temps, il leur arrive des choses propres. Par exemple, vous avez tout d'un coup un proche, il vous répond plus. C'est pas forcément dû à vous. Vous vous dites peut-être, je suis relié, non.
vous êtes relié, mais il peut lui arriver quelque chose qui soit complètement en dehors de vous et qui fait que cette personne ne vous répond pas. Et ce qui vous relie à cette personne, c'est peut-être le sentiment de vous dire, ben, il est peut-être arrivé quelque chose. Et j'ai de la peine, j'ai de l'émotion pour cette personne. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Et c'est assez vertigineux parce que je trouve ces questions, parce que ça veut dire qu'on est à la fois relié. Ça veut dire qu'en même temps on vit des expériences toutes très différentes les unes des autres, en même temps. Parfois partageables, parfois pas. Dans le cas par exemple de la maladie, par moment, il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Quoi, c'est quand même une expérience, quand on y pense, assez particulière. C'est-à-dire qu'à la fois, l'action de penser qu'on est relié peut nous permettre de nous dire non mais voilà, on est reliés les uns les autres, on est de la même espèce humaine, on est des êtres humains. Et en même temps, ce que vivent les autres est une expérience du spectre humain complètement différente. Quand on y pense, c'est assez étrange. En fait. Du coup, la fameuse pensée qui amène à penser être relié, elle doit être fine parce qu'elle peut être factice aussi. Vous savez, ça peut aussi amener à « Ah mais je te comprends ». Oui d'accord, mais bon. Encore faut vraiment-t-il qu'il y ait une vraie écoute. En fait, c'est très compliqué cette question-là. Être relié, comprendre l'autre. Mais en même temps, on ne peut pas nier un fait indiscutable. En fait, c'est que on vit tous, absolument tous sur la même planète. On est tous arrivés sur une planète en dehors des conditions biologiques, on ne sait pas trop comment. On va être honnête, c'est quand même un mystère ce système solaire. Et même quand on y pense une seconde, c'est quand même très mystérieux quoi. On est entouré d'un immense mystère sur pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous a amené à être là. Alors on sait comment ça s'est créé, un peu. Mais nous, on n'en voit que le résultat. On arrive, il y a des meubles, des chaises, des poêles, des robinets, des appareils technologiques, 1001 inventions. Et nous, on est là. On doit accepter ce réel. Et le réel, il est là, il faut accepter dans toutes les conditions du réel. La CAF, la sécurité sociale, la politique, les élections. On arrive dans un terrain de jeu. Avec des choses qui se passent avec nous, en dehors de nous, qui nous dépassent. Imaginez un enfant qui arrive sur cette terre, il arrive dans un pays où il y a énormément de soucis. Et un jour, on lui explique, en fait, t'es arrivé dans un monde où, en fait, ce conflit est vieux de 3500 ans, par exemple. La personne arrive, et en arrivant, elle doit arriver à comprendre qu'il y a un conflit qui date de 3500 ans, et elle arrive là. Voilà, par exemple. Bon, c'est particulier hein, comme expérience humaine, en fait. Sans compter que cette même personne donc, qui arrive dans une zone géographique, ou alors elle arrive par exemple, imaginons au Japon, elle doit comprendre tout de suite instinctivement qu'elle est arrivée dans un endroit où sa localisation, on ne questionne pas ça, hein,
sa localisation, c'est le Japon, une île. Quand on est collégien, on nous explique pas vraiment bien ça. On nous dit pas genre, ah vous êtes donc arrivé là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui se passe ici? On n'en parle pas comme ça, sous cette forme. Mais il n'empêche que quand on y pense, c'est très étrange. On arrive tout d'un coup là. Imaginez, vous naissez en 45. Vous naissez, vous prenez conscience en fait que juste à 10 ans de différence en fait, vous seriez arrivé en temps de guerre. Par exemple. Ça c'est quand même très étrange. C'est comme, je sais plus, il y avait eu quelqu'un, un cinéaste très important. C'est pas Lynch. Mais il y a des choses particulières où tout d'un coup une personne peut partir comme ça, d'un coup, d'un jour, et puis il va arriver un truc qu'elle aura raté, un événement historique énorme, et elle sera partie la veille. Franchement, dans ça, je trouve que c'est vachement dur de trouver de la cohérence, de la paix. Je pense qu'il faut s'en remettre en tout cas, au moins à une croyance, à un sentiment, quoi. Se dire, ressentir, à se dire, mais qu'est-ce que peut être cette expérience humaine? En fait, qu'est-ce que peut être cette expérience humaine? Alors, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand on sort dehors. Au fond, on pourrait dire de quoi on est fait. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, je vous parle. Quand je sors dehors, tout d'un coup, je vois bien que je suis pris, en fait. Voilà. Je vois bien que je suis pris par une expérience humaine. Et que, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que cette expérience, en fait, justement, où on est mêlé, en fait, avec d'autres, dehors, cette expérience, elle vient modifier la pensée que je développe là, je trouve. C'est-à-dire que tout d'un coup, toute cette pensée que je développe là, qui est une pensée qui existe parce que je la partage maintenant, en fait. Donc, elle existe, cette pensée. C'est-à-dire, je me force pas à la créer. Et il n'y a rien qui dit qu'on n'a pas à être tout le temps dehors. La vie ne se passe pas, on est tout le temps dehors. En fait, sinon on n'aurait pas de maison, il n'y aurait pas tout ça. Mais il n'empêche que quand on est dehors, on vit quelque chose de l'expérience humaine d'une manière différente, je trouve. Tout d'un coup, peut-être vous allez être dans un rapport plus sensoriel, vous allez oublier vos questions, vous allez plutôt ressentir les autres. Et donc, toutes les questions que je pose, et en même temps, si vous restez assez sensible, vous allez voir des buildings, vous allez voir des transports en commun, et vous pouvez tout à fait vous dire, ah ben voilà, je suis arrivé dans un monde où il y a l'électricité, quoi. Il y a eu des mondes avant où il n'y avait pas ça. Mais il n'empêche que c'est vrai que cette expérience humaine partagée, voilà, va créer quelque chose dans le fonctionnement. C'est-à-dire tout d'un coup, on est dans son expérience, mais on bouge, on marche, on ressent les autres, etc. Ça c'est vrai, donc ça peut questionner, se dire est-ce que il aurait fallu une société où tout le monde est tout le temps à travail, tout le monde est tout le temps actif, et au fond le but serait tout le temps d'être dans cette activité. Difficile à dire, hein, parce que imaginons vous vous levez, vous allez écrire vos articles dans un magazine de jeux vidéo que vous adorez tous les jours. Par contre, vous ne le faites pas samedi, dimanche. Donc samedi, dimanche, vous ne le faites pas parce que le magazine ne veut pas le faire.
Et donc samedi, dimanche, vous n'avez pas ce rapport au monde dehors, etc. Et donc vous restez chez vous. Et dans ce week-end-là, vous êtes beaucoup plus introspectif. Bon ben, vous pouvez pas stopper du coup votre introspection, vos rêves. Donc ce que je veux dire par là, c'est que à part vivre tout le temps, ou alors il faudrait avoir des vies où on vit tout le temps en communauté. C'est-à-dire qu'on serait, en fait, des vies où on serait jamais seul. Mais en même temps, donc, qu'est-ce que nous apporte la solitude aussi? C'est-à-dire une vie où vous n'êtes jamais seul, vous vous levez, vous êtes tout le temps en colloque, etc. Vous avez une maladie, vous êtes tout le temps soutenu, ou je sais pas. Peut-être que ce que ça apporte, c'est d'avoir le sentiment de faire vraiment partie de l'expérience humaine encore plus. Vous êtes tout le temps en train de rencontrer, votre moi est toujours en train de rencontrer le jeu de l'autre. Donc peut-être qu'il y a une force sur ça. C'est possible. C'est difficile à dire ça. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Dans quelle mesure on a besoin de solitude ou pas. Une vraie question qui peut se poser, dans quelle mesure aussi certains types de questions sont des bonnes questions et quelles autres questions n'en sont pas aussi. Ça aussi, je sais pas. Et en même temps, du coup, si certaines questions ne sont pas bonnes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on nous recommanderait de ne pas nous interroger. J'aurais tendance à dire que s'interroger en mode boucle sans fin, ça je dirais plutôt que c'est pas bon. Ah mince, j'ai refait l'erreur d'hier. Tu mets de l'huile de lavande et je shoot là. Bon. Donc ouais, s'interroger sans fin, ça serait pas bon. Mais en même temps, s'interroger, c'est quand même l'une des grandes forces aussi de l'être humain. Donc c'est des vraies questions, quoi, à mon sens. À mon sens, c'est des vraies questions. Alors peut-être qu'à travers ces questions, moi ce que je ressens, c'est que, au fond, c'est comme s'il y avait la verbalisation de ces questions. Vous voyez, tout ça. Et puis tout d'un coup, un stade où en fait, ce qui compte, c'est plus la réponse en fait, à ces questions. Mais en fait, c'est de développer une forme de ressenti qui fait qu'à un moment donné, en fait, la réponse à notre question, on les ressentit, quoi. Ça, je dirais que c'est peut-être pas pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on sent que le monde s'est développé pendant X temps. En fait, on sent plein de choses, mais on n'a pas forcément besoin de l'élucider. Mais on comprend quasiment beaucoup de choses par le sensible, par les sensations. En fait, on arrive à une compréhension par le sensible. Et ça, je pense que ça peut être quelque chose qui pourrait trouver une forme de clé. C'est-à-dire que quand vous êtes dehors, d'ailleurs ça irait dans mon sens parce qu'on a tous rencontré parfois des gens où le sensible il est cassé parfois. En fait, on a tous connu ça, je pense. Parfois le sensible il est cassé et donc, du coup c'est pas parce qu'on est avec autrui
que le sensible peut être forcément vécu, quoi. Parfois, on a plus de sensibles seuls, parfois il y a des situations qui sont pas bonnes. Donc en fait, tout ça, c'est des sensations, in fine. Moi, j'ai l'impression, en tout cas. J'ai l'impression. Donc ouais, moi du coup, je défendrais cette vision comme ça, assez sensible des choses. Par exemple, je ressens que en fait, c'est des choses du ressenti qui vont me faire ressentir que je ne dois pas faire telle vidéo, telle chose, tel sujet. Parler de l'actualité des jeux vidéo comme ci ou comme ça. J'ai l'impression que c'est mon sensible qui me le dit. Je sens pas qu'il y a des raisons particulières à ça. Je ressens plus que tout d'un coup, c'est insensible. Et peut-être que d'ailleurs, ce qui fait que la Terre existe, c'est insensible. Des choses qui ont été sensibles entre elles. Et qui font que tout d'un coup, ça existe. Il y a la vie. Et donc du coup, si on prend les choses d'un point de vue sensible, du coup la vie, dans quelque chose qui met du temps à se développer, quelque chose qui met du temps à se rencontrer. Et que ça se développe en fait. En fait, on pourrait dire que, in fine, ça se développe. Que in fine, la vie se développe. Après, peut-être que ces conditions, comme on dit, de vie, elles sont peut-être très propres à la Terre. C'est-à-dire qu'on serait face à des conditions complètement uniques, au fond. Ce seraient des choses assez uniques. Des conditions de développement. Conditions de vie. Et donc du coup, vivre sur cette terre, c'est accepter, comprendre, ressentir qu'il y a eu toutes ces conditions de vie, y être sensible, et en fait honorer ces conditions de vie du mieux qu'on peut, et essayer de faire en sorte encore que le monde ne cesse de s'améliorer, pour que les futures générations continuent elles aussi d'avoir des conditions de vie bonnes. C'est quelque chose qu'on peut penser. Donc forcément, ça amène aussi à l'idée d'être reconnaissant. Forcément. Être reconnaissant. Moi, j'aime bien l'idée, ça. Un beau mot. Être reconnaissant. D'ailleurs, c'est un beau mot parce que vous voyez, dans reconnaissant, il y a naissant. Reconnaissant. Je trouve que c'est un beau mot, ouais. Cette idée d'avoir une reconnaissance, une forme de naissance de ce qui existe, de ce qui est né, de ce qui existe avant nous et qui existe quand on arrive. On a une reconnaissance de ça, inconsciente, ressentie, pas forcément besoin de passer partout, mais on a une reconnaissance de telle technique qui est apprise. Moi, par exemple, quand j'ai eu l'appendicite,
j'ai eu plusieurs reconnaissances en fait. En réalité, on peut penser que on s'en sort toujours, mais tout d'abord, ça va commencer par le numéro d'appel, le téléphone, l'outil téléphone, qui fait que ça nous évite. En fait, on peut appeler, donc ça peut venir nous chercher. Donc il y a des structures qui sont engagées, ambulanciers, etc. Il y a une reconnaissance qu'on peut avoir envers soi-même, parce qu'à ce moment donné-là, on peut aussi être dans un environnement où on va nous dire non, il n'y a rien, ça peut être une erreur médicale. Moi, par exemple, aux urgences, c'est pas de développer une pensée négative, l'erreur est humaine, mais je peux être au moins reconnaissant envers moi, mais dire non, mais en fait, je veux pas rentrer chez moi, regardez bien, il y a quelque chose qui ne va pas. La personne regarde, appendicite perforé. Donc, si vous voulez, suppuré, perforé. Donc, si vous voulez, c'est que là, il peut y avoir une reconnaissance envers soi. Mais une reconnaissance après envers les médecins, les techniques médicales. Bien au-delà du lit où on dort. C'est-à-dire l'endormissement, le fait d'être endormi, de ne pas ressentir la douleur, de ne pas s'évanouir. Le fait, en fait, d'être sauvé. Moi, s'il n'y avait pas eu cette technique médicale vis-à-vis de l'appendicite, qui est maintenant maîtrisée, qui existe depuis un certain temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois que je dis pas de bêtises en disant que je serais plus là, quoi. En fait, sans cette technique, je serais plus là. Je serais parti à cause de l'appendicite. En fait, et je trouve que ça, c'est quand même intéressant aussi de pouvoir en prendre conscience, quoi. C'est-à-dire que quand je rencontre la médecin à la fin, je me dis, ok, en fait, je suis arrivé dans un monde où, en fait, je peux être là parce qu'on a pu me guérir de l'appendicite. De la même manière que quand j'avais été un jour en stage d'un truc, à un moment donné, je me suis brûlé le doigt avec un café brûlant, justement. Mon doigt, en fait, a eu un trou, en fait. A eu un trou, pas un trou, c'est... Je sais pas, il a perdu 2 cm d'épaisseur à ce moment-là, quoi, un truc, je sais pas comment vous dire. Et en fait, ce qui m'a sauvé à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu... c'est marrant ça. S'il n'y avait pas eu une crème qui me permet de rétablir, en fait, la peau, j'avais le trou, hein. Mon doigt n'était plus le même. Donc, à mon sens, l'un des problèmes de l'être humain, c'est quand, en fait, vous pouvez être donc dans ces reconnaissances. Et je ne savais pas comment vous dire, vous êtes dans ce chemin-là, qui est quand même un chemin un peu de paix, et vous sentez qu'autour de vous, il y a des égos qui viennent un peu vous ennuyer, quoi. Mais vous sentez que c'est pas votre ego qui est en lutte avec eux, hein. En fait. Vous sentez que c'est pas ça. Vous sentez que c'est les égos des gens qui ont besoin de faire entendre leur ego, qui n'arrivent pas à reconnaître qu'ils veulent faire entendre leur ego, qui font passer ça souvent pour autre chose, en fait, alors que ce qui est travaillé dans cette affaire-là, c'est qu'une affaire d'ego. Et vous vous retrouvez dans une situation, souvent vous verrez que les gens qui sont généreux, c'est comme des gens qui arrivent à dire des choses positives, quand même, souvent. C'est déjà des gens qui font pas parler que d'eux, qui parlent pas que d'eux, en fait, et qui ont une capacité à dire des choses positives sur les autres, en fait. Et quand il y a des gens qui ont beaucoup d'ego, ces notions-là, c'est compliqué. Et souvent, le but de l'ego,
in fine, c'est de dominer, c'est de réduire, de la manière qu'un ego peut aussi... moi, par exemple, dans certaines vidéos, je pourrais risquer de tourner en rond, oublier des problématiques en dehors de moi. Sauf que moi, j'ai pris conscience que j'ai besoin de faire ces vidéos. Elles ont une utilité. Et en même temps, chaque semaine, je cherche du travail, je regarde du travail, tout ça. Et comme, en fait, je ne peux pas forcément modifier les données, j'ai trouvé un équilibre entre ça et mon travail, la recherche. Donc je crois que c'était ça que je pouvais vous dire un petit peu dans cette vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. À la fois sur la question des mystères de l'existence, comment vous ressentez ça. Et je veux dire au-delà des croyances, vraiment sur la question de, presque envie de dire qu'est-ce que ça fait quoi, d'atterrir comme ça, dans un monde, etc. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de variations selon l'âge. Moi par exemple, j'ai l'impression que quand j'avais 18 ans, je me prenais le monde, c'est pas que j'avais pas le temps de m'interroger sur ça, mais je pense que tout était pris pour moi dans la vie même. Genre aller faire un foot. Et donc c'était vraiment pris dans une forme de vie même. Donc ce que je dis là, il était complètement présent dans les réflexions, mais au fond, il y avait toujours quelque chose qui m'attendait dans la vie même. Un ami qui appelle, etc. Donc ça jouait beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait la vie même qui ne cessait de m'appeler. Et donc du coup, peut-être que ça me donnait une vision de la vie différente. C'est-à-dire, si la vie même est toujours en train de m'appeler, est-ce que, par exemple, si j'avais des enfants, par exemple, est-ce que j'aurais cette pensée-là comme je l'ai? Peut-être pas. Peut-être j'aurais l'impression tout le temps de dire, ok, il y a la vie qui m'appelle. Donc c'est à ça que je dois répondre. Si je suis malade, c'est à ça, c'est la vie qui m'appelle. Donc peut-être que, au fond, on pourrait penser que l'un des objectifs me concernant serait de faire en sorte que la vie ne cesse de m'appeler davantage. Ça pourrait être d'ailleurs de faire des vidéos tous les jours, parce que la vie m'appellerait à faire des vidéos. Vous voyez? Ou des gens qui suivraient le projet, quoi. Je me dirais, voilà, on m'appelle à faire des vidéos. Mais peut-être qu'effectivement, en tout cas, cette réflexion, peut-être qu'elle change quand la vie nous appelle. C'est possible. C'est possible. C'est possible. J'aimais cette hypothèse. Et après, en même temps, une vie qui appelle, c'est plusieurs paramètres, parce que quand on est jeune, c'était aussi le lycée qui appelait. En fait, les choses, elles sont toujours mobiles, quoi. Parce que moi, je me rappelle, un de mes meilleurs amis de l'époque, il avait redoublé. Ou il avait un an de retard, je crois, je sais plus. Redoublé, je crois. Bon, à un moment donné, moi, j'avais eu le bac. Donc, du coup, la vie, elle était différente. C'est-à-dire que on se retrouvait plus au lycée. Moi, j'ai eu le bac, je prépare autre chose. Les choses, elles bougent tout le temps, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe. La vie qui appelle. Et on voit bien que il n'y a pas de données vraiment certaines, parce que regardez, prenez Gaspard Huliel. Je veux dire, il n'y a pas de données qui ont écrit ça. Désolé, mais là, Gaspard Huliel, c'est un accident en fait. Voilà. C'est étrange. C'est étrange, c'est-à-dire que tout d'un coup, la vie qui appelle et tout d'un coup, accident. Vie qui s'arrête. Donc là, vous étiez dans une vie qui vous appelait, qui vous appelait, qui vous appelait. Et tout d'un coup, bim, accident. Vous n'êtes plus là.
C'est étrange. Quoi, moi, je trouve que c'est étrange. Donc, moi, récemment, il m'est arrivé pareil aussi. Faut que j'allais avoir un accident, pareil. C'est étrange. La question, c'est comment vraiment bien vivre, c'est comment être dans cette force-là, dans cette force de vie, quoi. Moi, je trouve que ça peut être une vraie question, quoi. Intéressante. Une vraie question intéressante. Comment vivre dans cette force de vie? Et dans quelle mesure la force de vie va permettre en fait d'avoir des données ressenties ou réflexives nouvelles par rapport à des grandes questions. Donc dans quelle mesure l'expérience peut développer des questions nouvelles en fait. Tout d'un coup, dans quelle mesure, ce que disait l'acteur de Dawson, tout d'un coup il disait son cancer du côlon lui donne une expérience réflexive de la vie différente qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas eu son cancer. Donc ça veut dire que les réflexions qu'on a, elles se modifient aussi selon les états et les expériences. On pourrait en conclure aussi ça. C'est riche quand même de pouvoir se dire ça. Sans compter qu'il y a tout ce qui se passe avant nous. Et je veux dire, dans le moment donné où on est dans notre temps présent, on pense toujours au passé. Mais quelle est la situation de l'Inde, comment ils vivent dans tel endroit, comment ci, comment ça. En fait, dans le temps présent, même en suivant les informations, il y a énormément de données qui nous échappent en fait de la compréhension globale du fonctionnement de la planète Terre, quoi. Moi, par exemple, sur la chaîne, je trouve que, pour moi, l'une des plus belles choses qui m'arrive sur la chaîne, c'est que c'est ce que vous allez apporter, en fait, ce que vous apportez, quoi. Pour moi, c'est très riche, ce que vous apportez. C'est-à-dire que chacun va apporter, c'est-à-dire lire un commentaire, je trouve que c'est quelque chose de riche, quoi. Je trouve. Donc ouais. Pour moi, il y a ça. Pour moi, il y a ça, il y a ça. Il y en a deux, là. Ah. Pour moi, il y a ça et c'est intéressant de réfléchir à toutes ces choses-là. En sachant qu'on est tous comme ça. Un jeune qui arrive aujourd'hui, il voit Remake. Voilà, il se dit ok, il y a une histoire avant. Ah ouais, il y a le jeu original. Ah ouais, il y a tout ça. Bon voilà, faut qu'il trouve le temps éventuel de le faire. Peut-être d'ailleurs ce temps, peut-être qu'il peut pas l'avoir aussi. Peut-être aussi que ce temps, il peut pas le trouver. Mais au moins, il a la conscience que ça existe. Dire ça arrive beaucoup dans l'histoire du cinéma. Dire on fait tous des choix, voilà, tout d'un coup on sait qu'il y a des choses qui arrivent avant et on n'aura pas forcément le temps. On n'aura pas forcément le temps en fait d'aller voir tout ça. D'aller lire tous ces livres, voilà, on n'aura pas forcément le temps d'aller traiter tout ça, quoi. Mais au moins on a la conscience que ça existe quand même. On a conscience que le RPG, il existe. Et ça, c'est fort parce que c'est la conscience d'un réel, je trouve. On a la conscience d'un réel existant, en dehors de nous.
réel qui existe en dehors de nous et qui a ses modalités d'accès. Le réel d'une équation, tout d'un coup quelqu'un a un accident. Voilà, il y a des réalités qui amènent cette personne à avoir un accident. Tout d'un coup, des lignes brisées, bim, accident. Voilà, il y a un réel qui existe en dehors, en fait. Donc ça permet éventuellement de sortir un peu d'un rapport uniquement de sensations et d'essayer de se dire ok, il y a un réel. Parfois, à l'inverse, on peut avoir l'impression de rencontrer des gens qui semblent dire bah moi je parle à partir du réel. Là, ça peut être dangereux aussi. Parce que, à mon sens, on n'y accède pas comme ça. C'est plus compliqué. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vous étiez sur une vidéo de Culture Plane. Culture Plane, c'est une chaîne indépendante. Vous pouvez en fait la soutenir chaque mois via la page Tipeee. La page Tipeee, elle est accessible dans la section à propos et aussi dans l'espace communauté où je la partage régulièrement. Et en fait, c'est vraiment une manière de soutenir le projet, c'est une manière de pouvoir faire un don en fait chaque mois de manière unique ou régulière. Quand vous le faites de manière régulière, il n'y a évidemment pas d'engagement. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. L'avantage aussi, c'est que le don que vous faites, vous pouvez avoir l'assurance que Tipeee prend que 9%, alors que parfois c'est beaucoup plus, on fait un don et en fait on ne sait pas, mais le créateur n'a pas beaucoup de ce don. Moi, voilà, il y a juste 9% qui est enlevé à votre don que je n'ai pas. Et après, comme mes dons sont déclarés, ben voilà, je reçois la somme et puis après je paye plus de 20% de cotisation sociale à l'URSSAF pour les retraites, mais ça c'est normal. Je suis auto-entrepreneur à cause de mon activité, même si je gagne 10 € par mois, je suis auto-entrepreneur, tout est déclaré. Donc voilà, et puis sinon, si vous ne pouvez pas le faire, donc Tipeee c'est simple, hein, il suffit juste de créer un compte, c'est très simple. Et, moi j'aime beaucoup, je me sens comme un créateur, donc c'est ce que je préfère, c'est le modèle que je défends le plus me concernant, c'est ce qui me parle le plus en fait. Je peux aussi en plus vous répondre par message privé pour vous remercier, je peux écrire des actualités qui sont accessibles. Par exemple, imaginons qu'un mois, je vois que j'ai 3 types de 10 € ou de 5 €. Bon, j'ai que des types de 5 € un jour, par exemple. Bah, c'est sûr que si un jour j'écris des articles ce mois-ci, je ferai attention à ce que mes articles sont accessibles sur 5 €. Après, il y a des articles parfois que je rends accessibles plus, parce que voilà, c'est comme ça. Mais au moins, vous avez accessible tous les articles sur la base de la somme. Et puis sinon, bah, il y a les moyens classiques, le commentaire, le like, le partage, faire connaître la chaîne. C'est une chaîne, je pense, qui peut trouver des modes d'accès indépendants vraiment par les gens qui sont jeunes adultes en fait. C'est une chaîne qui se destine à ça. Parce que d'un point de vue algorithmique, vous voyez bien, je ne suis pas dans des vidéos qui font des streams, des lives, donc il n'y aura pas de truc vraiment partenaire, je pense, ni de publicité. Il y a peu de chance pour le moment. Il faudrait que je fasse des lives, des choses, je sais pas, Pokémon ou je sais pas quoi, mais je me dirige pas vers ça là actuellement. Donc pour moi, c'est vraiment une chaîne qui peut... C'est un peu comme des podcasts, mais pour moi, c'est pas vraiment des podcasts parce qu'il y a plein d'autres choses. Il y a de l'écriture, il y a des choses que je filme. Je sais pas, c'est une chaîne qui est comme elle est. Par ce média-là, mais en tout cas, je pense qu'on voit d'accès cette chose. Alors, c'est marrant d'ailleurs, les podcasts, moi j'en avais fait. J'avais beaucoup aimé, mais c'était des choses collectives aussi, à l'époque des jeux vidéo. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est la forme la plus aboutie que j'ai créée dans ma vie par rapport à ces choses-là. Et je vous remercie grandement de votre soutien. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et bon week-end. Salut!